En ce qui concerne la Russie, quant à elle, est présentée comme une menace. Difficile. Or, c'est une spécificité du reste du Sénat d'entretenir ce dialogue, vous le savez, à travers les 2 rapports que nous avons réalisés. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas innocents, mais nous considérons qu'aucune crise à l'heure actuelle, notamment celle qui secoue l'Orient, le Levant et l'Europe centrale, ne peuvent être réglées sans la présence de la Russie. Et c'est ce pourquoi il nous apparaît, et je crois être en conformité avec les engagements et les directions que le président de la République avait pris, notamment au lendemain des entretiens de Brégançon, qu'un dialogue avec la Russie soit maintenu. En tous les cas, c'est ce que nous faisons. Vous nous direz là aussi quel est le point d'actualité de cette relation franco-russe dont nous mesurons aussi la difficulté, notamment à la faveur des derniers événements touchant un opposant dont le monde entier a parlé. Toujours dans cette revue stratégique, il nous apparaît que l'optimisme européen, qui était déjà un point central de la LPM en 2018, nous apparaît de plus en plus en décalage avec la réalité telle que nous la vivons. Nous venons d'avoir 3 auditions permettant de discuter de la coopération franco-allemande dans le domaine capacitaire. Nous avons reçu la semaine dernière le président de Dassault. Nous nous entretenions ce matin avec M. Dierkok et Antoine Bouvier. Et nous aurons prochainement le DGA. Mais nous voyons bien que au-delà des affirmations de principe, il y a encore nombre de difficultés qui méritent d'être étudiées et éclaircies. Et à cela se surajoutent les hypothèques politiques que représente la situation politique en Allemagne. Et si nous en jugeons par les élections récentes qui viennent d'avoir lieu dimanche dernier dans des États importants, et les commentaires, y compris en Allemagne, qui sont faits à ce sujet, on n'est pas tout à fait sûr de la manière dont la situation politique va se stabiliser à l'issue des élections prochaines. De la même manière, cette situation dans le domaine qui nous concerne plus directement, qui est cette coopération dans le domaine capacitaire, la situation nous interpelle, et je l'imagine vous aussi, Madame la Ministre. Quelle explication donnez-vous à ce que l'on pourrait qualifié d'accumulation des difficultés? Le SCAF, bien sûr, le MGCS, le Tigre Mark III, l'Eurodrone MAL, le programme MOVS. Et on en vient à se demander si le pari allemand du président de la République que nous avons soutenu n'est pas en passe d'être perdu, et si véritablement, comme le suggère une tribune aujourd'hui dans le Figaro, les Allemands sont vraiment demandeurs de cette coopération européenne et ne préfèrent pas plutôt l'assurance américaine. Et ces exemples montrent précisément que la situation stratégique a considérablement évolué en 4 années. Et donc, vous aurez l'occasion de nous donner votre sentiment. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la revue stratégique est une étape, mais le fond du sujet, c'est évidemment la loi de programmation militaire. Lorsque, je pense que vous en souvenez, lorsque nous avons débattu de la LPM en 2018, je vous avais dit « Aidez-nous, Madame la Ministre, aidez-nous à vous aider ». Et bon, ce n'est pas vous qui êtes en cause, parce que je pense que vous étiez, à titre personnel, vous aviez, je crois savoir que vous aviez plutôt plaidé pour une loi d'actualisation. Ce n'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement, on le respecte, c'est un choix qui a été fait. Et nous aurions préféré avoir une loi d'actualisation, qui était du reste inscrite dans le texte. Et je rappelle que cette LPM, nous l'avions votée au Sénat à 95%, hein, ce qui était aussi une manière de réassurance en quelque sorte du Parlement, non pas face à des menaces à l'intérieur même du ministère, bien sûr, mais plutôt nous sommes toujours attentifs à l'attitude de Bercy, qui, dans la situation budgétaire actuelle, pourrait être tenté de revoir des engagements sur lesquels le président de la République s'est pourtant constamment prononcé. Et donc, bon, voilà, le Parlement se sent un peu à l'écart, vous le savez, c'est un peu le sentiment aussi que nos collègues députés ont partagé avec nous, et on aimerait pouvoir
vous aider dans cet effort de défense que vous avez conduit. Moi, je souhaite vraiment ici vous rendre hommage parce que nous l'avons dit à chaque exercice budgétaire, nous avons vécu 3 exercices budgétaires. À chaque fois, à l'euro près, les engagements ont été tenus. Mais nous savons bien que maintenant, les marches deviennent un peu plus hautes et l'escalier un peu plus raide puisque les dernières marches, y compris celles qui seront au-delà de 2022, sont prévues à de l'ordre de 3 milliards par an. Donc voilà pourquoi nous avons considéré qu'il était indispensable de lancer une mission d'information sur l'actualisation de la loi de programmation militaire. Et j'ai cru comprendre dans l'enveloppe que vous venez de me remettre qu'il y avait un certain nombre de réponses qui j'espère, correspondront un peu plus aux attentes par rapport à la première livraison que vous nous adressez. Nos rapporteurs peut-être auront l'occasion de revenir sur ce sujet. Et donc, Madame la Ministre, au moment où vous travaillez sur les arbitrages de la programmation militaire, dans le processus d'A2PM, c'est-à-dire l'ajustement annuel de la programmation militaire, ce que l'on attend de vous, bien évidemment, c'est la plus grande clarté, la plus grande transparence. Encore une fois, il n'y a aucune volonté de la part de la Commission de mettre le gouvernement en difficulté. On veut simplement savoir si l'actualisation de la loi de programmation militaire, qui nous semble nécessaire, car je l'ai dit, les menaces ont évolué, des nouvelles priorités apparaissent, la crise pandémique qui est en train de mettre à mal les finances publiques a des conséquences, bien évidemment, ne serait-ce que par le rétrécissement du produit national brut, qui a donc des conséquences. Tout ceci est important et nous sommes prêts à le prendre en compte, mais ce que l'on veut, c'est que vis-à-vis du Parlement, qui est juste dans son rôle d'évaluation et de contrôle, eh bien, nous puissions avoir les éléments qui nous permettent de remplir notre mission. Voilà donc pourquoi je vous propose de faire à la fois le point sur l'actualisation de la revue stratégique et de profiter de votre présence pour engager le dialogue sur l'actualisation de la LPM. Dialogue qui a été souhaité par le président de la République, car nous étions dans le froid et dans le vent à Brest, au vœu des armées, et le président de la République a précisément dit qu'il souhaitait que cette actualisation puisse intervenir en liaison avec le Parlement, et donc nous sommes là dans notre rôle. Je vous rappelle que cette audition est captée et qu'elle est diffusée sur le site du Sénat, et je vous propose donc, comme nous en avons la tradition et l'habitude, de prendre la parole pendant le temps que vous souhaitez, puis après nous aurons un échange avec nos collègues, non seulement ceux qui sont ici, mais ceux que je vois à l'écran, y compris notre ami de Vienne. Enfin, nous avons toutes sortes de collègues qui sont là et qui se rendent disponibles pour vous entendre. Madame la Ministre, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui pour dresser le panorama de notre environnement stratégique. Comme vous le savez, à son élection, le Président de la République avait souhaité procéder à une actualisation, en quelque sorte, du livre blanc. C'était la revue stratégique de 2017, avec un objectif, mener une analyse fine et complète de la situation stratégique internationale pour pouvoir en tirer les conséquences pour notre défense. Alors, face à un monde totalement bouleversé par la crise sanitaire, il nous a semblé indispensable de procéder à une actualisation, une nouvelle analyse des menaces qui se posent à nous. Cette pandémie a été particulièrement révélatrice de l'incertitude et de l'imprévisibilité de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et le travail d'actualisation qui a été conduit a mis en lumière la persistance des menaces que nous avions identifiées en 2017. Et dans certains domaines, il s'agit plus que d'une persistance, c'est même un renforcement, voire une accélération de ces tendances que nous pouvons observer actuellement. Je pense en particulier au délitement de l'ordre international, à l'effritement du multilatéralisme, tout ceci se traduisant par un repli sur soi dangereux et par l'affirmation de logiques de puissance. Alors, comme nous l'avions déjà identifié en 2017, la première menace à laquelle nous sommes confrontés et contre laquelle nous devons lutter, c'est le terrorisme. Sur le territoire national comme à l'étranger, il menace la sécurité des Français ainsi que nos intérêts nationaux. Nous le combattons au Levant, au Sahel, ainsi que sur notre propre sol.
Nous sommes militairement engagés pour empêcher que ne s'implante un arc djihadiste du golfe de Guinée jusqu'au théâtre irako-syrien qui serait en mesure de projeter des attentats jusque sur notre territoire national. La déstabilisation du monde que nous vivons est aussi due à l'émergence de nouveaux espaces de confrontation, aussi bien le cyberespace et la maîtrise de l'information que les fonds sous-marins, ainsi que l'espace exo-atmosphérique qui est devenu indispensable à la conduite de nos opérations et où certaines puissances réalisent déjà des manœuvres stratégiques. Nos compétiteurs y développent des stratégies hybrides qui s'inscrivent sous l'ombre portée de leurs forces conventionnelles, voire nucléaires, ce qui ne fait que renforcer l'ambiguïté de ces menaces et brouille les lignes entre guerre, crise et paix. On peut notamment citer la Russie, qui applique ce mode d'action hybride en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ces activités opaques nous obligent à accroître nos capacités de renseignement pour les déceler, les caractériser et les attribuer, et nous conduisent donc à renouveler nos postures pour prendre en compte ces évolutions du jeu international. Proche de nous, sur les flancs nord et est de l'Europe, la Russie développe depuis plusieurs années une stratégie de défiance afin de maîtriser son environnement proche. Ces démonstrations de force se multiplient à mesure que ses capacités militaires se renouvellent. La Russie s'est par ailleurs imposée comme l'un de nos principaux compétiteurs stratégiques au sud de la Méditerranée, au Levant et en Afrique, où elle cherche à sécuriser ses implantations, où elle n'hésite pas à contester notre action ainsi que le modèle français, en s'appuyant sur des acteurs non étatiques et sur des manœuvres de désinformation. Parmi ces compétiteurs stratégiques au sud de la Méditerranée, on compte, et vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, aussi la Turquie. La Turquie qui a été ces derniers mois un acteur déstabilisant, perturbateur, qui a mené une politique extérieure offensive et agressive, notamment par l'organisation de campagnes de prospection gazière en Méditerranée orientale, escortées par de nombreux navires de guerre. La Turquie cherche à s'imposer par la force et par le fait accompli, en violant l'embargo sur les armes en Libye ou bien en s'immisçant dans le conflit au Haut-Karabakh où elle a apporté un appui décisif à l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Enfin, et ce n'est pas le moindre, la Chine avance ses pions. Elle le fait partout où elle le peut dans le monde pour atteindre son objectif qui est de se hisser au rang de première puissance mondiale d'ici 2049. Sur les routes de la soie, en Indo-Pacifique, en Afrique, en Arctique et jusque dans nos territoires outre-mer, la Chine investit massivement et étend sa présence. Elle n'hésite plus à imposer son propre système de valeurs et à bafouer les règles internationales, notamment celle de la libre circulation dans les airs et sur les mers. Il y a d'ailleurs depuis le 1er février une loi qui autorise les gardes-côtes chinois à employer des armes en vue de contraindre les navires étrangers à quitter les eaux qui sont revendiquées par la Chine. Dans le détroit de Formose, les avions chinois réalisent régulièrement des incursions dans l'espace aérien qui est contrôlé par Taïwan. Toutes ces stratégies de puissance s'appuient sur des dynamiques de réarmement. Et cela malgré la pandémie. On estime ainsi que les budgets de défense ont atteint en 2020 dans le monde 1830 milliards de dollars, ce qui représente une progression par rapport à 2019 de près de 4%, 3,9% exactement. Et c'est d'autant plus impressionnant lorsqu'on sait qu'en 2019, le montant total des budgets de la défense à l'échelle mondiale avait déjà augmenté de 4%,
ce qui était à l'époque considéré comme la plus forte progression de toute la décennie. Ces augmentations sont naturellement tirées par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Ces deux pays ont vu leur budget de défense augmenter pour la Chine de 5,2% et pour les États-Unis de 6,3%. Les États-Unis représentent à eux seuls plus de 40%, 40,3% des dépenses mondiales, avec 738 milliards de dollars. Et la Chine en représente 10,6%, avec 208 milliards de dollars. Il y a évidemment de la part de la Chine une volonté très forte de remettre en cause la puissance des États-Unis. Et nous voyons des concurrences se développer dans tous les domaines, que ce soit la compétition commerciale jusqu'à la rivalité militaire. La Chine est ainsi devenue, au troisième trimestre 2020, le premier partenaire de l'Union européenne au plan commercial et a doublé pour la première fois les États-Unis, ce qui est la conséquence directe de l'épidémie de Covid-19. Nos importations en provenance de la Chine ont augmenté de 4,5% par rapport à 2019, notamment dans les domaines médicaux et électroniques. C'est très révélateur de notre dépendance envers la Chine que nous devons absolument réduire, en particulier dans les domaines que je qualifierais de critiques. Je pourrais citer l'exemple de notre dépendance en minerais critiques, en terres rares que nous importons de Chine et qui sont indispensables à la fabrication de nos matériels de défense, du Rafale au drone, en passant par les équipements de télécommunications et les batteries mobiles de nos soldats. Cet enjeu d'accès aux ressources constitue un sujet très important pour nos armées et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il soit au cœur de notre stratégie énergétique de défense. Malgré ses efforts pour développer le recyclage et l'éco-conception, l'Union européenne importe entre 75 à 100% des matières premières dont elle a besoin, comme le cobalt, le nickel, le lithium ou le graphite naturel, qui sont utilisés pour la fabrication des batteries électriques. Ce contexte stratégique, certes très sombre, il ne faut pas non plus le regarder avec fatalité, car nous avons les moyens d'agir. Nous avons des forces armées très performantes, très entraînées, et qui se perfectionnent chaque jour pour rester à la pointe des combats qui émergent. Je pense par exemple, Monsieur le Président, à l'exercice Astérix, auquel le président de la Astérix, le bien nommé, auquel le président de la République a assisté vendredi dernier, qui est le tout premier exercice spatial où nous avons simulé une attaque de nos satellites. Et puis je pense aussi à un autre exercice dont je voudrais vous révéler maintenant les grandes lignes, qui a été mené le 13 mars dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, puisque les forces armées françaises ont conduit un exercice inédit de contre-terrorisme en Méditerranée, au large de la Crète. Alors il faut imaginer une prise d'otage sur un navire commercial. Des terroristes qui prennent le contrôle d'un navire et qui en font une base de tir sur l'eau. Voilà pour le scénario qui a mobilisé toute la palette du haut du spectre de nos moyens terrestres, navals et aériens. En seulement quelques heures, des commandos marines ont été projetés par avion sur zone avec une embarcation légère d'assaut. Des Rafales et des hélicoptères Caracal ont décollé de France pour rejoindre le navire sous le contrôle des terroristes à 2000 km de nos bases et se sont engagés directement dans sa libération. Cette manœuvre a mobilisé 450 militaires, des soldats de l'armée de terre, des aviateurs, des bâtiments de la marine, qui opèrent régulièrement dans cette zone, ainsi que d'importants moyens de commandement et de contrôle. L'assaut a été bref grâce à la très forte réactivité de nos forces et à la capacité de projection de nos armées.
Avec cet exercice, au fond, nous portons un message. Sous notre vigilance française et européenne, ce message, c'est que la Méditerranée ne sera jamais un espace de non-droit. J'attire votre attention sur le fait que seulement 3 nations dans le monde sont capables de conduire une telle opération, et la France est l'une d'elles. La France a la volonté de participer à la préservation de la sécurité et de la stabilité du bassin méditerranéen aux côtés de ses alliés. En projetant à longue distance ses moyens d'intervention et en mettant en œuvre son savoir-faire exceptionnel, la France montre qu'elle a les moyens de se défendre avec ses alliés. Car oui, nous avons les moyens, mais nous devons le faire ensemble. C'est essentiel pour ne pas subir de déclassement stratégique. Le renforcement de l'autonomie stratégique européenne est la solution pour faire face à ces nombreux défis, et ce, en bonne intelligence avec l'OTAN, évidemment. Car pour avoir une alliance atlantique forte, il faut aussi une Europe forte. Cette Europe forte, c'est d'abord une Europe que je qualifierais de terrain. La force Takuba, que nous opérationnalisons en ce moment au Sahel, est une grande réussite sur ce plan. De nombreux militaires issus des forces spéciales de différents pays européens combattent quotidiennement, côte à côte, contre le terrorisme. Et j'aurai l'occasion de m'entretenir prochainement à ce sujet avec mes homologues suédois, tchèques, estoniens ainsi qu'italiens, et avec des représentants d'autres pays qui réfléchissent à nous rejoindre. L'engagement des Européens au Sahel va évidemment bien au-delà de Takuba. Ils sont très nombreux au sein de l'opération Barkhane, ainsi que dans les missions de l'Union européenne et des Nations unies. Ainsi, de plus en plus d'Européens s'engagent pour lutter contre l'expansion de ces mouvements terroristes qui menacent directement le territoire européen, et c'est une excellente nouvelle que l'Europe ose s'élever pour défendre ses intérêts, son territoire et ses citoyens. Cette dynamique européenne, nous la forgeons tous les jours davantage grâce à l'initiative européenne d'intervention. La présence maritime coordonnée qui sera prochainement expérimentée dans le golfe de Guinée, où la piraterie reste malheureusement prégnante et qui fait l'objet d'un pillage de ses ressources, procède exactement de la même logique. Elle permettra de renforcer notre culture d'engagement en commun tout en défendant le principe fondamental de liberté de circulation sur les mers. Cette Europe forte dont je parle, c'est aussi une Europe industrielle et innovante. Le renforcement de notre interopérabilité se fera par le développement de capacités communes et par la réduction de notre dépendance technologique et industrielle. Aujourd'hui, nous devons mener à bien les projets capacitaires en cours avec l'Allemagne. Vous l'avez rappelé. Je pense bien entendu, comme vous, au SCAF, au MGCS, mais également au Tigre avec l'Espagne et à l'Eurodrone avec l'Italie. Pour ce qui concerne le SCAF, avec ma collègue, Madame Kramp-Karrenbauer, nous avons demandé aux industriels de poursuivre leurs discussions pour aboutir à un accord concernant le démonstrateur de l'avion. C'est une phase essentielle et une phase qui doit absolument tenir compte des grands principes que nous avions actés en 2017, c'est-à-dire l'identification de responsables pour chaque chantier du programme, ainsi que le principe du meilleur athlète. C'est un principe sur lequel on ne peut pas transiger. On ne le peut pas pour nos militaires, pour les jeunes ingénieurs ou techniciens qui s'engageront dans ce projet, mais aussi pour nos concitoyens. Car nous devons être absolument certains que c'est bien la performance qui guide notre choix quand il s'agit de notre défense et que nos militaires seront équipés du meilleur armement possible. Cette Europe forte, c'est également une Europe stratège
capable de nouer des partenariats forts qui lui permettront d'affirmer sa place sur la scène internationale. Et c'est enfin une Europe solidaire et résiliente, capable de mieux se défendre face aux tentatives extérieures de division ou d'affaiblissement. Pour construire cette Europe forte, nous avons évidemment besoin d'être plus forts au plan national. Et cela implique de poursuivre les efforts de remontée en puissance de nos armées que nous mettons en œuvre depuis plus de 3 ans maintenant. Je crois que nous pouvons avoir collectivement la satisfaction de dire que nous sommes sur la bonne voie. Le strict respect de la loi de programmation militaire en est la preuve. En 2020, les investissements d'équipements de défense se sont élevés à 28,1 milliards d'euros. On estime qu'avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires réalisé dans le domaine de la défense, on génère entre 7 et 8 emplois, sans compter le domaine du bâtiment et travaux publics et des infrastructures. Ainsi, l'évolution de la ressource budgétaire prévue en LPM créerait environ 25 000 emplois directs supplémentaires d'ici à 2022 et jusqu'à 70 000 à l'horizon 2025. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dépenses profitent à tous. Une industrie de défense performante, ce sont des emplois pour les Français et des armées plus fortes. Des armées fortes, ce sont des Français protégés, et ce, en toutes circonstances. Nous pourrons d'ailleurs, lors de vos questions, évoquer peut-être plus en détail notre récente participation aux opérations coup de poing en termes de vaccination qui ont été menées en France, ou bien au soutien particulier que nous apportons aux Outre-mer pour faire face à la crise sanitaire. Dans cet environnement stratégique dégradé, la vitalité, la force et l'agilité de nos armées seront essentielles pour garantir la sécurité et la protection de nos intérêts, de la France et des Français. Merci beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et compléter, le cas échéant, certains points. Merci Madame la Ministre pour ces premières précisions. Je vais tout de suite passer la parole aux différents intervenants. Nous avons 15 collègues qui souhaitent vous interroger. Je vous propose de passer par 5 questions par 5 questions, ce qui va permettre de rendre le débat un peu plus actif. Et on va commencer par Cédric Perrin. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons examiné les réponses qui ont été adressées au questionnaire des rapporteurs défense de la Commission. Je dois vous dire que je ne comprends pas le choix qui est fait. Pour faire simple, un tiers des questions reçoivent une réponse, un tiers des questions reçoivent une réponse partielle et un tiers des autres réponses sont des réponses qui n'en sont pas. Dans certains cas, il s'agit d'informations prises dans le bleu budgétaire, parfois même moins. Le président Cambon l'a dit, le Sénat a voté la loi de programmation militaire à 95%. Pourquoi du coup avoir fait le choix de nous tenir à l'écart? À aucun moment, la décision de ne pas faire la loi d'actualisation qui était écrite dans la LPM n'a été annoncée. Et encore moins expliquée. En décembre encore, au moment du budget, vous nous disiez que la décision n'était pas prise. Dès la fin de l'été, pourtant, les premiers signes laissaient présager du contraire. Pendant que la DGA et les armées devaient travailler fin 2020 à actualiser la loi de programmation militaire sous le radar, c'est-à-dire hors des yeux du Parlement, on nous laissait encore envisager qu'une loi interviendrait peut-être. Aujourd'hui, vous êtes engagé dans la 2PM, dans l'ajustement annuel de la programmation militaire. Nous vous demandons de nous dire quels en sont les enjeux principaux. Pourquoi finalement ne pas avoir choisi la transparence avec le Parlement, avec le Sénat, qui vous a toujours soutenu depuis votre prise de fonction, le Président l'a rappelé à de nombreuses reprises. Pourquoi ne pas nous avoir dit fin 2020, voilà, j'ai demandé une loi d'actualisation, mais je n'ai pas eu satisfaction. Nous allons donc procéder à une actualisation non législative. Voilà quels sont les enjeux, voilà quels sont les choix et voilà quelles sont les priorités. Les crédits ne permettront pas de tout faire et voilà ce qu'il faut faire en priorité. On est tous ici des élus, nous aurions parfaitement compris ce discours de réalité. Au lieu de cela, vous avez fait le choix de ne pas communiquer, de ne pas nous donner des informations et malheureusement, les réponses que nous avons reçues, un autre questionnaire semble aller dans le même sens. Alors, il semblerait que quelques réponses supplémentaires soient arrivées ce soir, donc nous verrons en les analysant si elles vont dans le sens de ce que nous attendions. Mais Madame la Ministre, vous êtes pleinement engagée dans votre mission.
nous avons toujours salué votre mobilisation, vos efforts pour nos armées, pour notre défense. Et vous comprenez bien que nous aussi, nous devons remplir notre mission constitutionnelle. Et cela passe notamment par le recueil et l'analyse des informations et la vigilance sur la trajectoire budgétaire de la LPM. Je tenais à exprimer notre incompréhension, mais aussi notre mobilisation pour la suite de ce travail sur l'actualisation de la loi de programmation militaire et sur la 2PM. Et j'ai deux questions, si je me permets. La première concerne évidemment, deux questions sur le NGF, sur les droits de propriété intellectuelle, parce que nous avons auditionné ce matin les gens de chez Airbus et la semaine dernière les gens de chez Dassault, donc on peut un peu confronter les points de vue des uns et des autres. Sur les droits de propriété intellectuelle du NGF, notamment tout le background que les Allemands et les Espagnols exigent aujourd'hui, que comptez-vous faire pour protéger ce savoir-faire français ? Et toujours sur le NGF, quelles assurances avez-vous de la prise en compte de la mission nucléaire et aéronavale ? On lit beaucoup de choses dans la presse en ce moment, dans le dessin de l'avion, devant le refus, semble-t-il, assez systématique ces derniers temps, de l'Allemagne et de l'Espagne de le voir mis en œuvre. Merci beaucoup. Merci Cédric. Hélène Conway. Demandez à chacun de bien calibrer ses propos de telle sorte que tout le monde puisse s'exprimer dans le temps qui nous est imparti. Hélène ? Oui, merci Président. Le mien est centré sur une question. Madame la Ministre, vous avez parlé d'une Europe et d'une France forte avec les meilleurs équipements, donc je vais vous ramener au programme 146 avec en effet des réponses que nous avons reçues et qui confirment qu'il existe des besoins nouveaux et que ceux-ci, bien sûr, devront être financés à enveloppe constante. Donc, comment financer ces besoins sans ralentir d'autres programmes ? C'est quand même mathématiquement compliqué, voire impossible. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur les arbitrages réalisés ou à réaliser. Certains grands projets financièrement très lourds seront probablement sanctuarisés. On parle du renouvellement de la dissuasion nucléaire, mais cela c'est après 2023. Le SCAF, nous en parlons beaucoup en ce moment. Le porte-avions de nouvelle génération qui a été annoncé par le Président, dont nous craignons des effets finalement de ponction, sinon d'éviction sur d'autres programmes. D'autant que l'apparition de nouvelles menaces génère des besoins capacitaires, et vous l'avez rappelé, dans le domaine spatial et cyber, ou encore dans la lutte anti-drone. Nous avons 12 nouveaux Rafales qui ont été commandés récemment pour compenser les effets de l'export grec. Et s'agissant de l'armée de terre, le traitement des obsolescences du Charles Leclerc sera coûteux. Mais si l'on veut être prêt pour la haute intensité et réaliser l'ambition 2030, cette remise à niveau devra se faire sans effet d'éviction sur d'autres aspects du programme Scorpion. Hors programme à effet majeur, les opérations à hauteur d'homme doivent aussi, bien sûr, être préservées. Les évolutions de la programmation sont naturelles dans un contexte stratégique fluctuant, s'agissant de programmes industriels lourds et technologiquement complexes. Mais ce dont nous avons besoin, Madame la Ministre, c'est de la clarté, d'une certaine visibilité, puisque pour l'instant, la revoyure devait nous la fournir, mais nous n'avons simplement que des réponses à un questionnaire. Donc, à combien estimez-vous les besoins nouveaux ? Quels sont les programmes sanctuarisés et ceux pour lesquels vous envisagez un ralentissement ? Quels seront les impacts de ces arbitrages sur la mise en œuvre des objectifs de la LPM à l'horizon 2025 ? Je vous remercie. Merci Hélène. André Guiol. Merci Président. Madame la Ministre, je voulais vous interroger sur la santé des militaires et à deux niveaux. Le premier, concerne leur sécurité sur le territoire national. La semaine dernière, un homme qui avait commencé à élaborer un projet d'attentat contre les militaires en visant, semble-t-il, la citadelle de Lille, a été arrêté. Cet épisode confirme que les militaires demeurent une cible privilégiée du terrorisme. Comment évaluez-vous la menace de nos forces sur ce territoire ? Je souligne que les effectifs de Sentinelle vont être réduits à 3000 militaires avec un niveau d'alerte du plan de Vigipirate repassé à l'urgence attentat au niveau risque attentat. N'est-ce pas prématuré de baisser un peu la garde ? Ce choix est-il compensé par un renfort des moyens des services de renseignement ? Quant au second niveau, concerne la protection, cette fois-ci sanitaire, de notre armée. Comment se déroule la stratégie vaccinale au sein de la défense ? On se souvient de l'épisode malheureux des contaminations à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Quel bilan faites-vous de la pandémie et de son éventuel impact sur les capacités opérationnelles de nos forces ? Je vous remercie. Merci André. Olivier Cigolotti. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le cadre de la révision de la revue stratégique, vous nous avez parfaitement décrit les risques de conflits de haute intensité
Et à ce titre, le programme 178 est le cœur de la mission défense, puisqu'il porte sur la préparation et l'emploi de nos militaires. Vous comprendrez donc que nos demandes dans ce domaine soient assez précises. J'aurai pour ma part 2 questions. La première porte sur les crédits dédiés à l'entretien programmé du matériel. Une bosse budgétaire d'environ 900 millions non inscrite sur les 3 premières années de la LPM semble se profiler. Vous nous direz quelle est votre vision sur ce point. S'y ajoutent bien sûr des dépenses conjoncturelles, je pense notamment à la réparation de la Perle pour 70 millions d'euros et le surcoût induit par la livraison des 12 Rafales destinées à la Grèce. D'autres facteurs sont structurels, tels que la multiplication des OPEX et l'usure conséquente des matériels qui en découlent. En exécution, les dépenses sont d'ailleurs largement supérieures aux prévisions en loi de finances initiale, puisqu'on parle de montants proches du milliard depuis le début de la LPM. Madame la ministre, l'enveloppe des crédits alloués à l'EPM peut-elle être inchangée dans ces conditions? C'est ma première question. Deuxième question, nous avions sollicité sur les engagements découlant des sommets de l'OTAN que ces derniers se traduisent par une augmentation conséquente de l'enveloppe de la LPM. Or, la réassurance et nos engagements vis-à-vis de nos alliés doivent être inévitablement financés, et ce, sans obérer la programmation, bien sûr, de la LPM. Des propositions ont été mises sur la table par le secrétaire général de l'OTAN. Quelles sont, selon vous, les incidences qui pourraient prospérer, et le dispositif protégeant l'enveloppe de la LPM pourrait-il, dans ces conditions, être appliqué? Merci. Merci Olivier. Dernier intervenant pour ce premier groupe, Jean-Marc Todeschini. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord je voudrais rappeler ce qu'a dit le Président Cambon tout à l'heure, c'est qu'on est là pour vous aider en clair. Même si on peut être un peu embêtant dans nos questions, je crois que l'intérêt qu'on manifeste, c'est surtout d'aider nos forces armées, de vous aider. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je vais reprendre ce qu'a dit Cédric, vous avez décidé de ne pas recourir à l'article 7 de la LPM en ne passant pas son actualisation devant la représentation nationale. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce qu'il y a un danger en risque budgétaire? En effet, les crises sanitaires et économiques font que finalement, le budget de la défense va être inscrit dans la trajectoire des 2%, mécaniquement, et donc du PIB. Est-ce que là, Bercy pourrait considérer que les efforts budgétaires sont déjà remplis? Les objectifs politiques, eux, ne sont pas remplis et ne peuvent pas l'être. Vous aviez dit, lorsque vous avez présenté la loi de programmation militaire, et vous aviez insisté lourdement sur la cohérence en termes de réponse aux enjeux identifiés par la revue stratégique de 2017. La revue stratégique a récemment été actualisée, et vous nous dites que ce ne sera pas le cas de la LPM devant le Parlement. Alors, pourquoi? Comment garantir que les efforts budgétaires nécessaires seront à la hauteur des ambitions de la LPM 2019-2025. En un mot, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où le médecin pose un bon diagnostic, mais qu'il n'aura pas les moyens de soigner son patient? Alors, quelle est la méthode que vous nous proposez? Puisque, et j'y dis bien, ce n'est pas du tout une attaque, hein, c'est comment ça va se passer, quelles sont les solutions pour que cela puisse réellement approcher, avec une approche rationnelle en tout cas, de la LPM que nous avons tous adoptée pratiquement. Je crois qu'on l'a tous voté. Alors, quelques questions. Dans la LPM, il y avait bien sûr des niveaux de recrutement de personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est à ce stade? Et puis, quels sont les moyens, quelles sont les capacités du ministère à attirer les meilleurs profils et de les inscrire dans la durée? J'aurais aussi une question, mais bon, je la passe. Est-ce que vous pourriez nous dire où on en est avec le logiciel source solde, puisque Louvois était une catastrophe, mais c'est vieux, hein, ça remonte à quelque temps. Est-ce que vraiment ce nouveau logiciel sera opérationnel et les soldats seront-ils rassurés? Enfin, je voudrais revenir sur l'enquête publiée tout récemment, mais je préfère écouter la voix des ministres sur le sujet-là. C'est Mediapart, hein, bien sûr. Je ne fais pas confiance toujours aux sources journalistiques. C'est un vieux sujet, un sujet qui pourrait même être réchauffé. Je sais que le ministère a répondu clairement sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les moyens et quelles sont les mesures que vous entendez prendre suite à ces révélations
Une révélation qui était connue, hein. Elles étaient connues par le passé. Et en tout cas, quels sont les moyens que vous avez pour la prévention et les sanctions éventuelles? Voilà, Madame la Ministre, un premier train de questions et merci donc de vos réponses et de leurs précisions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je commencerai d'abord par la question de l'actualisation de notre loi de programmation militaire. Monsieur le sénateur Perrin, vous avez attaqué fort en disant que nous n'avions pas répondu convenablement à vos questions. J'en avais parfaitement conscience, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de remettre de manière un peu solennelle devant vous tous un document qui, je l'espère, permettra de progresser dans la qualité et des réponses qui y sont fournies. Je crois que nous sommes tous autour, en tout cas dans cette salle, de très bonne foi et de très bonne volonté. Nous voulons tous que nos armées puissent bénéficier des engagements qui ont été pris très solennellement dans cette loi de programmation militaire que vous avez bien voulu très largement voter. Personne n'a de doute là-dessus et donc ce que nous voulons, c'est avancer. Moi je n'ai rien caché à personne. Je suis, et certains d'entre vous dans cette salle savent quels sont les devoirs d'un membre du gouvernement. J'ai fait valoir les arguments que je croyais devoir faire valoir. Et nous avons débattu et une décision a été prise. Cette décision, vous la connaissez. Elle a été annoncée par le président de la République lorsque elle a été prise, c'est-à-dire au moment des vœux aux armées. Et le président de la République a clairement indiqué qu'il souhaitait que nous trouvions les bonnes modalités pour que le Parlement, les parlementaires puissent être associés à cet exercice. Donc la séance que nous avons aujourd'hui est la première étape peut-être d'une série, mais là je ne veux pas me substituer à vos initiatives, hein. C'est vous qui en déciderez, donc, et vous savez combien je me plie avec plaisir et volontiers à ces séances qui, je crois, ont pour vocation d'éclairer la représentation nationale et qui sont essentielles pour que chacun ait la conviction et la preuve aussi que les engagements pris sont tenus. Donc, je ne voudrais pas revenir sur le passé. Vous savez tous que cela n'a pas été toujours le cas, loin s'en faut. Nous sommes maintenant dans une période depuis 2017 où le budget de la mission défense n'a cessé de croître, exactement comme cela a été prévu. En niveau, c'est presque 7 milliards de plus par rapport à 2017. En masse, c'est 18 milliards de plus au moment où on se parle. Je ne parle même pas des annuités qui sont à venir. C'était tout à fait indispensable. Et plus important sans doute encore, c'est que nous exécutons cela de façon, je crois, très conforme. Et nous aurons certainement, dans le cadre de la loi de finances rectificative, à vérifier ensemble que la gestion, l'exécution 2020 est conforme à la loi de finances initiale, malgré les perturbations très importantes qui ont été provoquées par la crise sanitaire. Donc, je ne reviens pas sur la méthode. Je pense que chaque assemblée, l'Assemblée nationale d'un côté, le Sénat de l'autre, définiront souverainement les modalités par lesquelles elles souhaitent ou ils souhaitent que nous puissions travailler ensemble. En tout cas, sachez que nous sommes à votre disposition et que ces questionnaires sont l'amorce d'un débat et que s'il y a des questions complémentaires, nous restons évidemment à votre entière disposition pour y répondre. En ce qui concerne maintenant le SCAF, puisque vous aviez, je crois, monsieur le sénateur, de questions. Pour ce qui concerne alors je sais que vous avez eu des auditions et notamment que les industriels sont venus vous faire un point sur ce sujet. La question de la propriété intellectuelle est l'objet même des discussions qui sont en cours. Moi, je voudrais vous dire que
on a quand même réussi à trouver des solutions pour d'autres programmes de coopération et de manière assez récente sur l'Eurodrone. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui a pu fonctionner pour l'Eurodrone ne fonctionnerait pas pour le SCAF. Et évidemment, nous serons très vigilants à ce que la propriété intellectuelle qui a été, constituée année après année par des industriels talentueux ne soit pas considérée comme facilement acquise. En revanche, la propriété intellectuelle qui sera construite par la coopération, évidemment, a vocation à être partagée. En ce qui concerne les missions nucléaires et la version aéronavale du SCAF, il est clair que les investissements que nous allons consentir dans le cadre du SCAF devront être parfaitement cohérents avec nos besoins dans le domaine de la dissuasion. Ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, rien dans nos discussions actuelles ne laisse présager de difficultés pour intégrer ces spécificités. Donc, je vous propose de nous donner rendez-vous très prochainement pour faire un point sur l'aboutissement de ces discussions qui ont lieu entre les industriels et dans le respect des principes que j'ai rappelés dans mon propos liminaire, ce qui me paraît extrêmement important. En ce qui concerne maintenant les questions relatives au programme 146, Madame la sénatrice, vous avez tout à fait raison de dire que oui, des besoins nouveaux émergent et d'ailleurs l'exercice que nous avons conduit sur l'actualisation de notre revue stratégique montre la voie qu'il nous convient d'emprunter pour essayer de mettre nos armées les plus à même en situation de répondre à ces nouvelles menaces. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire à enveloppe constante ? Ça, c'est effectivement notre travail et notre défi. Ce que je voudrais souligner, mais que vous connaissez parfaitement, c'est que le ministère des Armées et la mission défense peuvent s'appuyer, et c'est sans doute notre particularité historique, sur des lois de programmation pluriannuelles, parce que nos programmes sont des programmes de long terme et que nous avons besoin, s'agissant d'investissements qui engagent dans la durée, d'avoir cette visibilité pluriannuelle. Et le fait que ces programmes soient pluriannuels est un outil qui nous permet, année après année, dans le cadre des révisions que nous faisons dans ce travail d'A2PM, qui est le nom technique qui est donné à cet exercice de vérification que nous tenons bien les trajectoires et d'identification des programmes qui peuvent être amenés pour des raisons très variées à prendre un certain retard à un moment donné, permettent donc de redonner des marges de manœuvre sur d'autres aspects. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis, souvenez-vous-en, en 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, de pouvoir identifier des moyens à enveloppe constante pour contribuer au plan de soutien aéronautique. C'est un exemple. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons renoncer à des investissements qui interviendront un peu plus tard, mais ça permet d'être certain que tous les euros qui nous sont consentis année après année, plutôt que de créer des reports sur le futur, eh bien, ont un impact immédiat, direct, au moment où, par ailleurs, notre économie et nos industries en ont besoin. Donc cet exercice d'A2PM, il est extrêmement important pour nous permettre d'identifier les marges de manœuvre dont nous disposons à l'instant T pour pouvoir réallouer temporairement sur les programmes qui sont en situation de pouvoir avancer plus vite, des crédits qui sont normalement alloués à d'autres programmes. Et tout ça, évidemment, se fait sous le contrôle étroit du Parlement et du ministère des Finances. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de crainte à avoir sur la manière dont nous pilotons ces crédits et comment nous pouvons identifier des moyens supplémentaires à l'intérieur d'une enveloppe qui, elle, est finie. Nous le savons, c'est l'enveloppe de la loi de programmation militaire et de la loi de finances annuelle. Alors,
Oui, nous avons identifié un certain nombre de besoins nouveaux. Vous avez mentionné le fait que nous ne pouvons pas toujours tout prévoir. Par exemple, la bonne nouvelle de la vente de Rafale à la Grèce, ça n'était pas attendu. Nous nous en réjouissons. La conséquence de cet export, c'est que nous devons évidemment remplacer les Rafales que l'armée de l'air et de l'espace va transférer à l'armée de l'air grecque. Donc nous avons, je crois vous l'avoir dit, obtenu l'assurance que les produits de cession de ces Rafales seront entièrement restitués au ministère des Armées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Devant nous, nous avons en effet un programme lourd, mais qui est, pour le coup, qui était connu, qui était celui de la rénovation des Leclerc. Donc nous avons à la fois des choses qui étaient prévues. Nous avions prévu que nous lancerions des programmes en coopération tels que le SCAF ou la MGCS. Nous avions prévu que nous travaillerions sur un porte-avions de nouvelle génération pendant cette loi de programmation militaire. Donc tout ça, ce sont des objets nouveaux à horizon de 20 ou 30 ans dont nous démarrons les études maintenant, mais la loi de programmation ne les découvre pas, elle les avait intégrés dès le départ. Alors, naturellement, les investissements essentiels liés à ces programmes relèvent plutôt d'une loi de programmation future. Ça, c'est l'évidence. Mais nous n'avons pas découvert en tant que besoin nouveau les crédits d'études dont nous avons besoin en ce moment pour pouvoir lancer ces programmes. Et naturellement, les besoins nouveaux que nous avons identifiés sur le programme 146 ne doivent pas nous conduire à sacrifier les investissements que nous avons souhaité ensemble consentir à hauteur d'homme, parce que la hauteur d'homme reste la priorité absolue. En tout cas, c'est ma priorité absolue. Question maintenant concernant Sentinelle d'abord et d'une façon générale la protection de nos soldats. Vous avez sans doute remarqué que nous sommes en train d'adapter notre dispositif Vigipirate qui avait été relevé au niveau maximum après les attentats de la fin du mois d'octobre. Donc nous sommes, comme toujours, en situation d'adapter ce dispositif Sentinelle, qui n'est pas un dispositif ni statique ni figé, à l'évolution de la menace elle-même. Donc, puisque le niveau de Vigipirate a été replacé au niveau de sécurité renforcée, eh bien, nous adaptons également Sentinelle. Alors, ça ne veut pas dire que nous nous désengageons de Sentinelle, mais nous modifions la part des militaires qui sont mobilisés en permanence sur le terrain et puis celle qui est mobilisable de façon extrêmement rapide pour pouvoir apporter un renfort si ce renfort est nécessaire. Donc, nous ramenons à 3000 militaires le nombre de militaires engagés en permanence. Et puis, nous avons une capacité de 4000 hommes qui peut être engagée sous extrêmement court préavis. Donc, Sentinelle continue à protéger, défendre et dissuader contre la menace terroriste. Alors, autre volet de la question, c'est comment est-ce que nous protégeons nos militaires dans le cadre de la pandémie. Donc, nous avons, on se souvient tous, en effet, des difficultés que nous avions pu rencontrer au printemps, si bien que lorsque nous avons travaillé sur la politique de vaccination du ministère des Armées, qui est une politique qui est évidemment parfaitement cohérente avec la stratégie vaccinale nationale, nous avons été amenés à prendre en compte un certain nombre de particularités
Par exemple, le fait que le départ de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle en mission dans le cadre de Chammal nécessitait la vaccination de la totalité de cet équipage. Et nous avons également indiqué que nous avions vacciné l'équipage qui était parti en patrouille de SNLE. On en comprend les raisons, elles sont évidentes. La capacité à revenir en cas d'apparition d'un cas positif est extrêmement complexe. Alors ça ne signifie pas qu'il faille que nous puissions vacciner tout le monde en ce moment. C'est la raison pour laquelle nous avons eu cette approche aussi sélective que possible, qui réserve à des catégories de personnel extrêmement ciblées. Question maintenant concernant les crédits consacrés à l'entretien programmé du matériel. Cette question du maintien en condition opérationnelle était centrale. Vous vous souvenez des débats que nous avons eus à la LPM. Parfois, on a peut-être eu un peu trop tendance à remédier à ces problèmes de disponibilité en pratiquant la politique de la fuite en avant et en investissant, en tout cas en espérant investir dans les matériels nouveaux. Ce que nous essayons de faire, c'est un peu les deux, c'est-à-dire à la fois continuer d'investir dans les matériels nouveaux, mais aussi prendre soin des matériels dont nous disposons déjà et qui sont parfois trop souvent immobilisés par manque de pièces et autres.